Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à votre émission portant sur l'actualité internationale. Ce vendredi, nous allons faire le tour de quelques questions, disons, collées à l'actualité récente. Nous allons commencer par parler de l'élection présidentielle qui vient de couronner Bola Tinubu comme successeur du président Bouhari. Nous allons en parler et si le temps nous le permet, nous allons revenir sur cette nouvelle stratégie africaine que l'Élysée a dévoilée il y a quelques jours et concomitamment à ça, cette tournée qu'a entamé le président Macron en Afrique centrale. Et nous allons faire le tour de ces questions avec Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance. Bonsoir, bonjour. Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Le docteur Djifa Agbezouken, avec qui nous sommes en ligne depuis le Maroc. Il est spécialiste des questions internationales. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, et Morgana Sobametonji, consultant en analyse géopolitique, expert en relations internationales, collaborateur près de l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, docteur Djifa Agbezouken, comment vous avez perçu ce processus électoral qui vient de s'achever au Nigeria et l'issue de ce scrutin? Alors, moi je retiens une seule chose, et c'est en fait la maturité politique des hommes politiques au Nigeria. C'est, je crois, une leçon pour toute l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire toute l'Afrique. Certes, le gagnant vient du parti du président sortant, mais ça ne veut dire qu'une seule chose. Les opposants n'ont pas fait ce qu'il faut pour pouvoir remporter ces élections, tout simplement. Pour moi, c'est une grande leçon de démocratie qui est à féliciter et pérenniser sur le continent pour donner des exemples à ceux qui sont toujours encore à la traite. D'accord. Morgana Soba. Oui, je dirais qu'à part l'aspect de contestation qu'on a l'opportunité d'observer à chaque fois qu'il y a des élections, et surtout particulièrement avec ce qui s'est passé récemment pour ce qui est du système électronique qui a été introduit pour le décompte des voix, pour la transmission aussi, qui a eu un problème avoué par les leaders de l'institution indépendante qui est en charge de ces élections, à part cet aspect qui semble être suffisamment nécessaire pour des contestations devant les juridictions concernées, on pourra dire qu'il y a une certaine confirmation du caractère très important de la maîtrise de l'appareil politique, parce que lorsqu'on voit celui qui est terminé président élu, M. Tinubu, il a dit que c'était son tour. Et on parle de faiseur de roi qui devient roi, ce qui signifie que sa connaissance du mode de fonctionnement de l'animation de la vie politique au Nigeria n'est plus approuvée. Mais nous avons aussi l'exception que fait le nouvel entrant, qui est M. son nom m'échappe. Peter Obi. Peter Obi, oui, exactement, qui a remporté à Lagos et qui a fait un score remarquable. Lagos qui est le fief de, normalement, Tinubu, qui est le président élu. Il a fait quand même 25% des suffrages. Exactement. Et donc il y a une nouvelle dynamique qui montre que la jeunesse, d'une façon ou d'une autre, s'implique davantage dans la gestion de la chose politique, publique, mais que de l'autre côté, la nécessité de maîtriser l'appareil compte toujours lorsqu'on parle d'élections dans un grand pays comme le Nigeria. Hamzat Abdoulaye. Oui, la leçon que je retiens particulièrement de ces élections peut être résumée en 3 points. Premièrement, le pourcentage très faible de Tinubu, président élu, comme le Nigeria avec 36%. Pour ma part, cela me semble beaucoup trop faible pour faire l'unanimité au sein d'un Nigeria de près de 220 millions d'habitants aujourd'hui. Et ça va être son combat durant tout son mandat, c'est-à-dire réussir à fédérer
tous les Nigérians de tous les bords politiques. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il doit vraiment réussir le challenge, relever le défi économique auquel est confronté le Nigeria depuis plusieurs années. L'autre chose que je souligne là, c'est le deuxième point par rapport à cette élection, c'est que la voix de la jeunesse se fait moins entendre. Et ça, c'est un problème qui est lié à l'Afrique en général. C'est-à-dire, malgré le défi générationnel, malgré l'évolution des générations en Afrique, on se rend compte que la voix de la jeunesse, donc du changement, est moins écoutée. Et en politique, ça ne marche forcément pas. Et dans un État comme le Nigeria, voir Peter Obi, qui a été quand même l'homme des médias et des réseaux sociaux, ça c'est une chose, mais dans les faits, c'en est une autre. Mais le voir quand même à ce stade, sans être président, c'est peut-être un défi, je vais dire, continental. L'Afrique n'est peut-être pas encore prête pour assumer le changement politique à travers la jeunesse. Jeune, c'est relatif, 61 ans, voilà, 70 ans. L'autre disait que la jeunesse était un état d'esprit, on peut le comprendre, mais à 71 ans, quand on a... Oui, Peter Obi, c'est 61 ans quand même. Oui, c'est 61 ans, 70. Tinubu, c'est 71 ans. Oui. Et 10 ans c'est quand même un papy, on va le dire, 10 ans d'écart, c'est énorme. Avec son background politique, ce n'est plus un novice en la matière. Le dernier point par rapport à mon analyse est bien entendu relatif à la faiblesse de l'opposition en Afrique. Ce n'est pas un problème qu'au Nigeria. Je pense que le Nigeria aurait peut-être réussi ce changement, ce défi politique lié au changement qui est réclamé quand même depuis plusieurs années, si les voix de l'opposition avaient réussi à se fédérer. Si Peter Obi et le PDP avaient réussi dès le début à avoir un consensus, eh bien on n'en serait peut-être pas là. Parce que quand on fait le point de la voix de l'opposition face à Tinubu, au 36% de Tinubu, on se rend compte en réalité que c'est l'opposition qui a gagné ces élections. Mais malheureusement, avec le système du Nigeria, eh bien cette opposition va rester une opposition. Mais le défi restera dans les deux autres élections qui se préparent. Oui. Donc, tout reste à faire pour peut-être essayer de glaner des points dans d'autres contextes. Et d'être présent dans le débat politique. Votre avis? Enfin, on retient notre souffle. On a eu une semaine qui aurait pu tourner au drame. Les premiers signes n'étaient pas si rassurants que ça. Et je constate que, d'une manière ou d'une autre, la communauté internationale, à travers les observateurs étrangers, tout comme la CEDEAO, fondamentalement, ont tout fait pour avaliser cette élection. Et même tout près de nous, le Bénin s'est fendu d'un communiqué, d'un message de... Le président de la République béninoise s'est fendu d'un message de félicitations au nouvel élu, alors qu'il n'est pas encore confirmé qu'il y a des voies de recours qui pourraient, a priori, conduire à autre chose. Bon, mais il y a de toute évidence un consensus pour que la stabilité soit de mise au Nigeria. Mais au-delà de ça, on ne peut pas manquer de s'interroger sur le fond s'agissant de ce processus électoral. Mais je vais continuer en disant que l'INEC, la Commission électorale indépendante du Nigeria, a été certes bousculée, mais a fait preuve, malgré tout, de leadership, de transparence, et dans la mesure où cette difficulté aurait pu les conduire dans une spirale encore plus négative, notamment sous les coups de boutoir du président Obasanjo, de l'ancien président Obasanjo, qui était très partisan du PDP. Troisièmement, évidemment, vous avez commencé à en parler, un troisième larron fait son apparition dans l'espèce de bipartisme de fait, parce qu'il y avait 18 candidats, mais il y avait deux partis majeurs qui, peu ou prou, n'ont pas l'air de nous proposer des choses qui les différencient tant que ça. C'est les papis qui se font la guerre, et ils sont septagénaires, celui qui est sortant est octogénaire, Yaradua avant, ainsi de suite. Bon, donc il semble qu'il faille non seulement atteindre un certain nombre de décennies, pour ne pas dire de maturité, pour s'imposer, mais il faut davantage, il faut en cas de l'argent, manifestement. Et si c'était que l'argent,
dont un système politique, dont les activités politiques ont besoin, ça se comprendrait. Mais on ne l'a pas assez dit, il y a eu beaucoup de corruption électorale et peu ou prou, une partie des difficultés technologiques rencontrées par l'INEC peut provenir également à la fois de sabotage et de corruption. Mais suivez mon regard, l'essentiel est peut-être que le Nigeria franchisse cet écueil. Ouais. Enfin, coup de chapeau quand même au président sortant Buhari, avec lequel on n'a pas parlé de tentative de troisième mandat, alors qu'il vient de faire 2 mandats de 4 ans, qui était loin d'être plein. Et donc, quand je songe à ces homologues francophones qui sont permanemment dans la tentation de forcer les lignes, j'attends le meilleur du Nigeria, notamment de la Cour suprême, qui doit connaître des recours. Quelques-uns de ces, faisons dans la nuance malgré tout. Voilà. Dr Djifa Gbezouken, quelque chose à ajouter sur cette élection? Alors, bon, je vais juste rejoindre le point soulevé par le dernier intervenant tout à l'heure concernant l'âge des candidats. Bon, c'est vrai que c'est, je ne dirais pas c'est choquant, mais ça interpelle quelle est en fait la place de la jeunesse dans tout ce système. Est-ce que ça voudrait dire que, enfin, comme l'intervenant l'a si bien dit, il faut accumuler une certaine nombre d'années derrière soi avant de pouvoir briguer la magistrature suprême. Je pense que la jeunesse aujourd'hui a quelque chose à donner et il faudrait peut-être que la jeunesse aussi se donne le moyen d'y arriver. Est-ce que c'est l'argent qui constitue la clé pour pouvoir rentrer dans l'arène? Qu'est-ce qu'il y a exactement? C'est à la jeunesse de trouver la bonne réponse à cette question et de faire ce qu'il faut. Parce que je pense en tout cas avec la vitalité de la jeunesse, ça peut faire changer beaucoup de choses. Quand on arrive à 70 ans, vous voyez dans tous les pays aujourd'hui, il n'y a personne qui travaille à 70 ans. On suppose que quand vous êtes arrivé à 70 ans, vous n'avez plus grand-chose à donner. Vous voyez, oui, c'est pour ça que tous les systèmes envoient les gens à la retraite à 65 ans. Le président de la première puissance du monde, des États-Unis. Bah oui, justement. C'est là que ça pose des questions. Ça pose des questions. Oui, pourquoi dans le système, enfin, dans la société civile, on se dit, OK, vous avez 65 ans, vous ne pouvez plus travailler, vous devez aller à la retraite, mais c'est à ces jeunes personnes qu'on confie la gestion de tout un pays avec tous les problèmes que ça comporte. Donc, oui, c'est une question importante. Je reste avec vous parce qu'on va passer rapidement au second sujet. Lundi dernier, Emmanuel Macron a dévoilé ce qu'il a appelé la nouvelle stratégie africaine, eu égard à tout ce qu'il y a comme tension dans la région et les couacs successifs accumulés par les forces françaises, que ce soit au Mali et au Burkina. D'ailleurs, au Burkina, ce n'est pas... On a eu un dernier développement cette semaine, puisqu'on a demandé, le Burkina a demandé aux derniers coopérants français de quitter le territoire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce long discours d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous en avez perçu, très concrètement? Alors, pour moi, il y a une chose qui est primordiale. Et on peut dire tout ce qu'on veut de la France et de ses dirigeants. Le discours de Macron, c'est tout simplement un représentant de la France qui joue son rôle. D'accord? On est en train de voir une érosion de la présence française en Afrique. Donc, il est de son devoir en tant que président de remettre les choses dans le contexte et d'essayer de regagner du terrain qu'ils ont perdu jusque-là. Donc, pour moi, il est dans son rôle. Maintenant, il a parlé dans son discours de co-construction. La question à se poser, c'est est-ce que nous, Africains, ou enfin les pays africains, est-ce que nous avons besoin de la France pour nous construire? C'est la question à se poser. Si nous avons besoin de la France, quelles sont les conditions dans lesquelles cette coopération va avoir lieu? La preuve avec le Burkina qui demande aux coopérants de partir parce que ils ont considéré qu'à ce jour, l'aide française n'est pas utile pour pouvoir mener le combat qu'ils ont prévu de mener. Donc, à un moment donné, c'est à nous aussi, les Africains, de nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que nous voulons et qui peut nous les donner? Moi, dans les relations internationales, il y a plusieurs théories qui décrivent le comportement des États.
Et j'adhère totalement à la théorie classique qui dit que les États n'agissent que par intérêt. Si ce n'est pas un intérêt immédiat, ce sera dans quelques années. Donc, si la France veut venir en Afrique, pour quelle raison la France veut venir en Afrique? Je pense que la France ne vient pas en Afrique parce qu'elle veut jouer à la mère Teresa. Non. La France cherche des intérêts. Donc, c'est à nous de trouver quels sont ces intérêts-là qu'ils sont en train de chercher. Et à nous de trouver également comment les contrecarrer pour que ce partenariat nous profite à nous plutôt qu'à eux. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est plutôt à sens unique. Si vous avez vu la présence française au Mali pendant 10 ans, et ça n'a pas contribué à arrêter le terrorisme, mais plutôt ça, et la situation a empiré, il faut se poser les bonnes questions. Donc, et là, à chaque fois, la France dit, voilà, le président Macron a l'habitude de dire que des soldats français sont morts pour le Mali. Je ne pense pas que ces soldats soient morts pour le Mali. Ils sont morts pour des intérêts français. Il faut se dire la vérité. D'accord. C'est à nous, les Africains, en tout cas à mon sens, de trouver le moyen de tirer le meilleur de la coopération avec la France. Parce que quoi qu'il en soit, la France cherchera toujours à rester en Afrique, que ce soit avec notre accord ou sans notre accord. Donc c'est à nous de savoir maintenant comment on se positionne. Et pour moi, je voulais le dire tout à l'heure lorsqu'on parlait du Nigeria, il y a un vide, il manque un leadership en Afrique. Quand il y a un vide, forcément, quelqu'un va vouloir l'occuper. Est-ce qu'en Afrique aujourd'hui, nous avons un État qui essaye de se positionner pour dire, OK, je vais tirer tous les autres avec moi pour qu'on aille de l'avant. Aujourd'hui, il n'y a personne qui le fait. Chacun joue le rôle solo. Donc, le Nigeria peut jouer ce rôle. Ouais. Pourquoi pas? Du moins, en Afrique de l'Ouest, le Nigeria peut jouer ce rôle de locomotive avec plus de 200 millions d'habitants. C'est une force sur laquelle on peut compter, en Afrique de l'Ouest du moins, pour pouvoir attirer les autres et aller de l'avant. Et le président, d'ailleurs, qui vient d'être élu, a déclaré qu'il voulait suivre, par exemple, l'exemple du Maroc dans la construction de la société actuelle du Maroc. Donc, ok, le Maroc aujourd'hui n'est pas, on ne va pas dire que c'est le paradis, ni tout est parfait, mais au moins on sent une certaine volonté d'aller de l'avant. Récemment, le roi du Maroc avait déclaré que la coopération du Maroc avec les autres États sera décidée à l'aune de leur positionnement par rapport à la question du Sahara. Donc, ça, c'est inédit en Afrique de voir un État africain qui se positionne de cette façon. Si vous voulez coopérer avec nous, soit vous adhérez à la cause, soit vous n'y êtes pas, et là, on ne coopère pas. Vous voyez, donc ce pragmatisme dans les relations internationales, c'est ce que nous devons justement chercher en Afrique. C'est ce qui par manque. rapport à la France, d'accord. Voilà. Morgana Soubamento dit sur la même question. Oui, je dirais d'abord que le président Macron a confirmé le fait que la France a perdu quand même son influence dans une bonne partie de l'Afrique, de ces pays-là qui constituaient, disons, une base très importante pour l'économie française. Et donc, il faille, au jour d'aujourd'hui, redéployer sa nouvelle stratégie. Nous n'avons pas manqué de le dire que les experts français étaient certainement en train de réfléchir à la nouvelle dynamique, la nouvelle politique que la France devrait utiliser en Afrique. Et nous avons eu le résultat. Le résultat est que la politique a changé. Mais changer comment ? Changer dans la mesure où la France reconnaît aujourd'hui qu'elle a perdu du terrain et qu'il faut qu'elle s'arrange pour ne plus en perdre. La France n'est plus forcément dans une perspective de reconquête ou de conquête immédiate. C'est comment faire pour arrêter le processus de perte d'influence que la France fait. La preuve, les premières visites du président Macron sont dans sa sortie, sont ces pays-là de l'Afrique centrale qui semblent encore rester plus ou moins dans la dynamique d'une coopération productive avec la France. Le Gabon, la RDC et d'autres pays de l'Afrique centrale. Et donc ça, c'est compréhensible. Maintenant, c'est quelles sont les probabilités de durabilité de cette initiative. Ce sont ces probabilités-là qui ne sont pas fortes. Et il faudra que la France aille bien au-delà de sa façon de procéder naturellement ou traditionnellement et qu'il faille donc impliquer et tenir compte de la dynamique qui se passe aujourd'hui en Ukraine, sur le continent africain, mais aussi en Ukraine, parce que la dynamique de l'Ukraine, de façon géopolitique, c'est deux situations qui mettent en difficulté la France. Sur le plan de la sécurité,
Il faut bien que la France trouve des solutions et arrive à garder son pôle position dans l'espace européen. Et sur le plan économique, que coûte cette sécurité, qui est aussi en relation avec cette sécurité? Il faut que la France assure ses arrêts avec les pays africains, ce qui est une donnée assez compliquée et complexe pour la France aujourd'hui. Il parle d'humilité. Il invite par exemple les entreprises françaises, en tout cas les grosses boîtes françaises, à faire plus d'humilité sur le continent, moins d'arrogance. Voilà, qu'est-ce que vous en avez retenu très concrètement? Non, c'est tout nouveau. Quand Emmanuel Macron prend la mesure des choses, quand il était à Cotonou il y a quelques mois, ça balbutiait. Il n'y avait pas cette humilité en toute rigueur. Donc c'est la preuve qu'il y a un réajustement qui s'opère, mais que cela n'a pas la limpidité des lendemains d'orage pour l'instant. Et la France est manifestement et réellement bousculée dans ses positions. Le Burkina nous en donne au fur et à mesure une bonne idée, et donc est loin d'être de toute évidence une exception. Et je crois que à bon droit, la politique française essaye donc de prendre la mesure de ces changements qui interviennent dans la pensée, dans les récriminations qu'exprime une bonne part, une bonne frange de l'opinion publique composée de jeunes. Monsieur Macron a le mérite de ne pas être sourd à cela. Et c'est à son honneur. Reste à savoir si les pays africains, si le leadership africain également va se mettre à niveau et pour dessiner un autre partenariat. Quand il parle de co-construction, c'est à bon droit, oui, mais nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on est en mesure de proposer? Je l'ai entendu plusieurs fois répéter, même s'il n'y croit pas, qu'il attend les propositions des Africains sur la gestion de la monnaie, sur beaucoup d'autres choses. Et donc, il faut qu'on sorte de cet attentisme et que le leadership africain se réinvente et trouve le moyen de booster la participation. Et le président français a fait ce qu'il a pu. Il a convoqué la société civile ou certains jeunes à Paris. Il a son ton à lui qui agace parfois. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que nous voulons. Et avec le Nigeria, et votre correspondant ou notre correspondant au Maroc le disait tout à l'heure, on a besoin d'un leadership sous-régional. Celui de la Côte d'Ivoire n'est pas suffisant. Il agace, il est suspect de connivence néocolonialiste. Donc on attend fortement du Nigeria quelque chose d'alternatif qui pourrait aider à redistribuer les cartes. Voilà. Alors, je trouve que la posture de la France est une posture qui est erronée dans la mesure où on confond les époques. Merleau-Ponty disait que notre rapport au vrai passe par les autres et que soit nous allons au vrai avec eux, soit ce n'est pas au vrai que nous allons. Et ça, c'est ce que Macron et la France sont en train de comprendre peut-être beaucoup trop tard. Est-ce qu'il était nécessaire de perdre le Mali, le Burkina, avant d'ouvrir les yeux? Est-ce qu'il était nécessaire de laisser la jeunesse africaine exploser ou dire son mécontentement de façon claire pour que la France réagisse aujourd'hui à un réajustement structurel ou politique, comme Macron tend à le faire comprendre? Une nouvelle relation, mais cette nouvelle relation, elle reste floue. Je trouve que ce n'est pas une avancée par rapport au discours de 2017. C'est vrai, des mots ont été prononcés, des mots très forts, mais dans le fond, il n'y a pas un véritable changement par rapport au discours de 2017. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie quelque part que la France veut rester avec l'Afrique de toutes les façons, enfin, en trouvant tous les moyens possibles pour y arriver et en changeant les termes, parce que quand on parle de corrélation, on ne sait pas clairement ce que ça signifie. Le défi de l'Afrique aujourd'hui se retrouve à un seul niveau, le changement du type de partenariat avec la France. Et là, à ce niveau, moi j'ai toujours prôné à l'instar, à l'exemple de l'Inde, qu'il faut aller vers le multi-alignement. Et je pense que la majorité des États africains sont en train d'opter pour ce multi-alignement. Le problème, c'est que la France sera délaissée dans le choix d'un multi-alignement. D'où cette tentative de sauvetage d'Emmanuel Macron et du reste. Je trouve pour ma part que
cet affrontement ressemble un peu à l'époque de la guerre froide, l'affrontement Est-Ouest. Or, nous ne sommes plus dans les mêmes contextes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un Sud qui veut véritablement s'affranchir, qui veut accéder au développement, qui veut régler ses propres problèmes, peut-être avec l'aide des autres, peut-être avec l'aide des Occidentaux, mais une aide qui doit être vraie. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que l'aide ne sera pas réelle. Et dans les faits, on va encore buter sur les véritables problèmes. Le discours de Macron, je vais finir là-dessus, a brossé plusieurs points. Je n'aurai pas évidemment le temps d'en parler, mais le véritable point qui me concerne, qui m'inquiète le plus ici, c'est le point social. Dans le discours de Macron, il n'y a pas eu un seul mot sur le discours social. Il n'y a pas eu un seul mot. Écoutez, il y a 6 millions de personnes qui meurent de faim dans le monde chaque année, donc, et particulièrement en Afrique. Oui, que ce soit la France L'insécurité, qui vienne penser, non, pas du tout. Boutros Ghali disait d'ailleurs que la principale cause des conflits en Afrique et dans le monde d'ailleurs est liée déjà à l'insécurité alimentaire. Si on règle le problème de l'insécurité alimentaire, donc par ricochet du problème social, eh bien, la moitié des problèmes seraient résolus. Alors, pourquoi à donc, chaque fois que laisser de côté les véritables... Pas du pain. Oui. Écoutez, quand je parle de combattre l'insécurité alimentaire, c'est d'investir plus sur des projets à caractère social que de s'axer uniquement sur le politique qui a échoué et sur le militaire avec les bases qui sont tentés de régler un problème sécuritaire depuis plusieurs années avec un échec constant. Donc, c'est ça le véritable problème. Il faudrait s'axer sur les véritables problématiques de l'Afrique. Le secteur culturel est en train d'être dynamisé d'une façon ou d'une autre. Et la loi cadre, d'ailleurs, va plus accentuer... Pour les objets d'art. Exactement, pas que pour les objets d'art, mais véritablement développer une politique culturelle gagnant-gagnant avec l'Afrique. Merci beaucoup. Bien sûr, si ça va dans ce sens, évidemment, on serait content. Mais dans le reste du discours, je crois qu'il y a beaucoup de paradoxes. Dans ce discours. Paradoxe ne fera pas. On va y revenir. Merci beaucoup, Abzat Hamdoula. Je rappelle que vous êtes consultant et analyste géopolitique. Morgana Soubametonji, consultant analyse géopolitique, expert en relations internationales et collaborateur près de l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Joël Ataïgadegbe, expert en gouvernance. Le docteur Djifa Gezouken, spécialiste des questions internationales. On a fini. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour d'autres développements.